Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler Formule 1. On va faire le débrief du Grand Prix de Zandvoort, du Grand Prix des Pays-Bas sur le circuit de Zandvoort. On va bien entendu faire la note du Grand Prix, faire le bilan des Bleus, les tops et flops, enfin toutes les notes même de ce Grand Prix, le carnet de notes comme on fait habituellement. On fera un petit point transfert également parce qu'on est mercredi, nous sommes le 8 septembre et il s'est passé pas mal de choses ces dernières heures, ces dernières 24 heures. Et puis voilà, contrairement d'habitude aussi, on parlera un petit peu du circuit. Enfin voilà, il y aura une vidéo un peu plus longue que d'habitude. Déjà qu'elles sont pas courtes sur la chaîne, ça va pas arranger les choses du tout pour l'upload. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Je le dis maintenant parce qu'à la fin de la vidéo, il n'y a plus personne qui écoutera. Et puis voilà, on commence tout de suite par le petit point transfert avec des grosses nouvelles. Kimi Räikkönen, donc ça on le savait avant le Grand Prix, qui prend sa retraite, qui requitte le monde de la Formule 1 une deuxième fois, parce que je rappelle qu'il avait déjà pris une retraite fin 2009. À l'époque, il était parti de Ferrari, et il avait fait du rallye pendant très peu de temps, pour ensuite revenir chez Lotus. Vous savez, la carrière un petit peu particulière de Räikkönen. Räikkönen, première saison 2001. Il faut s'en rappeler, à l'époque, il y avait encore Jean Alesi en Formule 1. C'est dingue. Il a commencé en même temps qu'Alonso. Les deux ont commencé la même année. Les voir quitter la Formule 1, c'est tout à fait surprenant. Il sera remplacé par Bottas. Bottas qui quitte donc Mercedes. Demi-surprise de voir Bottas quitter Mercedes. C'était pas une surprise vu son niveau de performance. On savait que ça allait arriver. On avait entendu des rumeurs comme quoi il allait arriver chez Alpha, et on se doutait bien que vu les relations entre Bottas et Räikkönen, qu'il allait pas épauler Räikkönen et que c'était pas pour remplacer Giovinazzi. Donc ça, c'était les nouvelles du côté de Bottas qui change d'équipe. Chez Mercedes, on a été très courtois. Après, on sait très bien que le niveau de performance requis n'était pas là. On lui a laissé beaucoup de chance à Bottas. Il n'a pas réussi à les saisir. Est-ce qu'il arrivera à retrouver du rythme chez Alpha? Pas sûr. Et pour Giovinazzi, je pense qu'il faudra qu'il fasse des bons grands prix pour pas lui redonner de la confiance. Il faudra bien commencer la saison pour Giovinazzi. En sachant que Giovinazzi, techniquement, devrait rester. Ça reste encore du conditionnel. Mais je ne vois pas qui remplacerait Giovinazzi aujourd'hui en Formule 1. Surtout qu'on a appris donc que George Russell rejoignait Mercedes. Ça, c'est dû au départ de Bottas. C'est normal pour George Russell, je pense que c'est la suite logique. Il a été très très bon chez Mercedes. Ocon ayant renouvelé en plus chez Alpine, on savait bien qu'il y avait très peu de chances pour que ça se jouait entre lui et Bottas, très clairement pour la place chez Merco. Donc très bonne chose pour Russell, parce que c'est vrai que c'est un très bon pilote. Après, il devrait être quand même plus constant. On a vu, c'est un pilote qui fait quand même pas mal d'erreurs ces derniers temps. Il devra trouver de la constance, surtout en course. Ça sera vraiment quelque chose qu'il devra faire. Et donc on finit avec la dernière nouvelle du jour. Chez Williams, il sera remplacé par Alex Albon, qui aura la lourde tâche de passer derrière Russell, et je pense que c'est pas une très bonne idée pour lui. Après, ça va être compliqué également pour ses liens avec Red Bull, parce que je rappelle que Williams roule avec un moteur Merco. Alors est-ce que Williams a l'idée à un moment de quitter Mercedes pour avoir un moteur Honda? Ça me semble encore compliqué. Et du côté d'Albon, je pense pas que ça soit le choix optimal pour lui. Après, je pense qu'il voulait pas rester non plus en DTM trop longtemps, en GT, et qu'il s'est dit que c'était peut-être pas une mauvaise solution. Chez Williams, après, en F2 cette année, pour le moment, il y a personne qui m'a émerveillé dans les pilotes qui ont redoublé. Et puis le souci de toute manière avec la F2 et la F3 cette année, c'est le fait d'avoir 3 courses. Je trouve ça nuit vraiment au repérage des jeunes talents, ce phénomène-là. Donc je suis vraiment pas pour, et vraiment je n'aime pas cette chose, parce que je trouve que ça me pose problème pour
pour trouver des jeunes talents, parce que on sait très bien que la journée du samedi, en fait, elle est complètement pipée, vu que c'est des grilles inversées à chaque fois. Et le dimanche, des fois c'est tellement bordel, parce qu'il y a des pilotes qui ont tellement pris de la confiance la veille, ou des pilotes qui ont tellement perdu de la confiance la veille, que c'est un petit peu compliqué, je trouve, cette année en F2, en F3, et je trouve que d'un côté comme de l'autre, alors j'ai pas suivi toute la saison, parce que j'ai pas le temps en plus, cette année, mais de toute manière, je vous fais plus de review de ces championnats-là, de toute manière, ça intéressait pas grand monde, j'ai l'impression, sur la chaîne, mais de toute manière, j'ai pas le temps de suivre les courses. Et les courses m'intéressent moyennement. Donc voilà, on va pas se mentir que c'est comme ça. On passe au circuit de Zandvoort, donc nouveauté de l'année 2021. Ce que j'ai pensé de cette piste, elle est ratée. C'est dur ce que je veux dire, mais pour moi la piste est ratée. Surtout les améliorations techniquement pour le spectacle sont ratées. Sur ce Grand Prix, on a eu des dépassements au virage numéro 1. Donc on a un peu plus accentué au niveau du banking. Il faut savoir que ce virage 1 avait déjà du banking. Le virage 3 et le virage 14. Le virage 3 nous avait dit qu'il y aura plus de dépassements grâce à ce banking de, 20 degrés. On n'a pas vu de dépassement au virage 3. Virage 14, je suis pas sûr que ça a augmenté les dépassements au virage 1. Et ça a enlevé des tentatives de dépassement, parce qu'avant le virage 14, il y avait vraiment des tentatives de dépassement dans le dernier virage de Zandvoort, par l'extérieur notamment, ou des tentatives ensuite, et c'était au moins un virage très spectaculaire. Là, c'était pas vraiment le cas, je trouve. Et puis, ce que j'avais prédit s'est passé, c'est-à-dire dans un banking, il y a une trajectoire possible et pas deux. Mais comme c'était déjà le cas à Indianapolis, en Formule 1, et quand on sait que ce virage 14 c'est le double d'angle par rapport à Indianapolis, il fallait pas s'attendre des merveilles. Donc pour moi, c'est une catastrophe. Catastrophe aussi parce que les commissaires de piste, pour moi, ne sont pas au niveau. Et qu'au niveau des conditions de sécurité, j'ai des très gros doutes. Notamment, je pense au virage 3, au virage 14. Alors, virage 3 encore, ils ont mis des Airfence, pas des Airfence, des Tech Pro, voilà, en bout de virage. Ce qui permet à la voiture d'éviter de rebondir, même si c'est un inconvénient le Tech Pro, c'est que c'est très long à remettre en place. Par contre, vous regarderez qu'à l'intérieur de ce virage 3, il n'y a absolument pas de dégagement et vous tapez le rail directement. Et c'est encore pire au 14, parce qu'au 14, on a mis un mur de type Indianapolis, c'est-à-dire ces murs de NASCAR qui ont été inventés par la NASCAR, qui sont en fait compensés de 2 bandes de murs, avec à l'intérieur, à la perpendiculaire, vous avez des petites traverses sur tout le mur, ce qui permet d'amortir les chocs. Le problème, c'est que ce mur-là, ça permet à la voiture surtout de rebondir à l'intérieur. Sauf qu'à l'intérieur, il n'y a pas de dégagement non plus et il y a un rail. Donc j'ai peur que dans ce virage-là, si imaginons qu'il y a un accident un jour dans ce virage-là, qu'on ait des T-bone crash parce que la voiture va revenir en plein milieu de la piste. Ou là où il y a la seule trajectoire possible, parce que vous ne pouvez pas monter en haut du banking. Vous pouvez pas aller contre le mur de NASCAR, même sur le banking. Vous pouvez rouler qu'en bas, parce que les voitures sont tellement écrasées par la force centrifuge à cet endroit-là que c'est impossible de monter plus haut. Mais ça, je l'avais déjà dit dans ma vidéo sur Zandvoort. Je l'ai redit également sur mon débrief du Grand Prix de Belgique, donc c'est pas une surprise. Je voudrais également signaler un énorme danger entre le virage 5 et le virage 6, où on a vu notamment Alonso être à 2 doigts de perdre le contrôle sur un vibreur qui est en fait le vibreur de la piste club, qui ne devrait absolument pas être là. En plus, je croyais que c'était interdit, ces bouts de goudron. Ça a été normalement pas possible. Donc la piste club en plus est très dangereuse. Et puis je finirai avec le virage du stadium, le virage 12, où vous avez les gravillons qui sont beaucoup trop proches du vibreur, donc ce qui fait que la plupart des pilotes mettent la roue dans les graviers. Et la piste est donc extrêmement sale à cet endroit-là. Et ça salit le virage 12, le virage 13, quasiment jusqu'au 14. Donc c'est un véritable problème, surtout qu'à la sortie du 14, comme à la sortie du 3, vous avez énormément de marble parce que vous êtes à la sortie d'un banking. Ça fait pareil notamment sur le Grand Prix de Chine. Vous avez énormément de marble à la sortie. Je parlerai même pas de la voie des stands, mais qui est beaucoup trop étroite. Il y a encore moins de place qu'à Monaco, ce qui est une sacrée performance quand même. Avec une entrée des stands
qui est déjà pas top. Je trouve qu'elle est légèrement dangereuse, mais la sortie, alors déjà la voie de sortie est pas assez large, donc c'est une horreur. Et surtout, la sortie des stands, bah, elle est dangereuse. Elle est dangereuse pour moi. C'est un circuit dangereux. Et c'est un circuit qui, pour moi, n'est pas fait pour la Formule 1. Et ça s'est vu parce que lors du Grand Prix, nous n'avons eu quasiment que très peu de dépassements. Il y a eu 1 ou 2 dépassements avant le virage 11 et tout le reste, c'était avant le virage 1. Et quand vous regardez de toute manière la grille de départ et le classement, il y a très peu de variations. Je crois que les seuls pilotes qui ont gagné plus d'une position, c'est Alonso, Pérez et Latifi. Sinon, tout le monde a perdu une place ou gagné une place, mais pas beaucoup plus. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu de spectacle. Je crois que les 6 premiers même étaient les 6 mêmes premiers sur la grille de départ. Ça fait que le Grand Prix a été ennuyant. Moi, j'ai mis 7 sur 20 à la note du Grand Prix. J'ai pris aucun plaisir. Alors, j'ai mis 7 sur 20, pareil que pour le Grand Prix de France. Certes, il y a l'ambiance, mais à part ça, il n'y a rien. Voilà. Et j'ai enlevé 1 point. Donc j'ai été au départ parti sur un 8, comme à Monaco, mais j'ai enlevé 1 point pour la sécurité, parce que pour moi, la piste n'est pas sécurisée. Il y a beaucoup de problèmes de sécurité, je trouve, sur cette piste, et en plus, les commissaires ne sont pas de niveau. Donc pour moi, je trouve que juste pour faire une belle ambiance pour Verstappen, eh bien, on a joué énormément sur la sécurité des pilotes, je trouve, ce week-end. Je termine juste en termes de sécurité des pilotes. Que foutaient des fumigènes dans un Grand Prix de Formule 1 ? C'est-à-dire qu'on leur a interdit de donner des fumigènes. On voit que le samedi, il y a des fumigènes. Tu vas pas me faire croire qu'ils n'étaient pas en capacité de contrôler les fumigènes. Les sacs pour éviter qu'il y ait des fumigènes. Parce que ça, c'est très dangereux pour les pilotes de Formule 1, les fumigènes. Donc c'est le cas aussi sur d'autres pistes, je pense, enfin c'est le cas notamment en moto avec Rossi parfois, notamment au Mugello, mais déjà les tribunes sont beaucoup plus loin de la piste. Là c'est vrai qu'au virage 11 et au virage 12 les tribunes sont collées à la piste quasiment, donc c'était très très dangereux. Donc je me demande si la FIA va agir de ce côté-là et sanctionner les organisateurs de ce Grand Prix. Donc j'ai mis 7 sur 20 parce que heureusement qu'il y a eu Pérez et Gasly en qualification pour un peu émerveiller mon week-end. Sinon, je me suis beaucoup ennuyé. Faut savoir que j'ai regardé aussi le Grand Prix en soirée, parce que l'après-midi, je regardais la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques. Donc j'ai regardé la course en soirée et puis j'ai fini le lendemain matin. Mais il ne s'est pas passé grand-chose et puis il n'y a pas eu vraiment de coup stratégique d'une équipe ou de l'autre. À un moment, on a eu un peu peur pour Verstappen, mais bon, c'était très limite, très léger quand même. Donc, j'ai pas pris un grand plaisir sur cette course. C'est pour ça que je mets un 7 sur 20. Même si en qualification, c'était assez serré. Mais il faut rappeler aussi que le tour se faisait en 1,09. C'est-à-dire seulement 5 secondes de plus qu'en Autriche. Donc, c'est normal qu'en qualification, il n'y ait pas 1 seconde entre le premier et le 15e. Vu que le temps au tour était assez réduit. Je passe tout de suite au bilan des Bleus. On est déjà à un quart d'heure de vidéo, on commence que maintenant le bilan des Bleus. Je commence avec Pierre Gasly, j'ai mis 16 sur 20. Pourquoi ? Quatrième du Grand Prix, quatrième en qualification. Le Grand Prix a été assez calme pour Pierre, à part un moment où il a dû dépasser Alonso. Il a fait même un beau dépassement sur Alonso dans le virage Tarzan. Le seul virage où il y a eu des dépassements sur cette course quasiment. Et du côté de Pierre Gasly, c'est le premier des autres quasiment, des petites équipes. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il devance notamment Charles Leclerc et Carlos Sainz. Il devance des Ferrari, les Alpines, une Red Bull, même les McLaren qui ont eu un week-end difficile. Donc ça, c'est vraiment une très très belle chose pour le français. C'est un week-end RAS, il n'y a pas eu de grandes difficultés. On le disait, dès le vendredi, il s'étonnait d'être à ce niveau-là de performance, encore plus ce samedi. Ça a tenu en course. Et puis il a collé une branlée à Tsunoda aussi, qui reste en Formule 1 en passant. J'ai oublié de faire cette information-là, mais Tsunoda reste en Formule 1. En même temps, on aurait été surpris qu'il quitte la Formule 1, vu que Red Bull veut garder ses moteurs. Du côté de Gasly, oui, 16 sur 20, parce que le Grand Prix est super. C'est la deuxième meilleure note du week-end, pour tout vous dire, donc à égalité avec un autre pilote. Donc voilà, très beau Grand Prix de la part de Pierre, qu'il continue comme ça. Il va revenir en Italie, sur une piste qui lui avait très très bien réussi. Bon, après, il y aura le Grand Prix de Russie, qui lui avait beaucoup moins réussi, pour ceux qui s'en souviennent, après le Grand Prix d'Italie. Mais Grand Prix d'Italie, bien entendu, les 1 an de sa victoire également, ça je crois que c'était lundi. Donc beaucoup de belles choses à célébrer pour Pierre Gasly, en plus d'une belle 4e place.
Je continue avec Esteban Ocon, j'ai mis 12 sur 20, il fait 9ème du Grand Prix. Du côté d'Esteban Ocon, RAS. Voilà, 8 en qualif, 9 en course. Pour moi, il a fait le job. J'ai mis un 12 parce que Fernando Alonso est un peu plus devant lui. Mais sinon, il a fait un bon week-end de course. Esteban Ocon, il a fait le travail, comme on lui demande de le faire. Voilà, il a marqué des points. C'est ce qu'on demande à Esteban Ocon tous les week-ends. Et il a marqué la 9e, 8e place. Et je dirais le travail a été fait, il a été bien fait. Donc pas grand-chose à dire de la part de Esteban Ocon, à part que Fernando Alonso a été un peu devant lui. Peut-être aussi avantagé par ses années IndyCar avec les bankings. Du côté de Fernando Alonso, on a vu notamment au départ, il gagne 2 positions tout de suite. Il a bien compris le système de départ de la Renault même. Parce que, alors déjà, Alonso a toujours été habitué à faire des bons départs. Même à l'époque du launch control, il arrivait à très très bien partir. Parce qu'à l'époque du launch control, il faisait même des meilleurs départs. Certes avec le système Renault, mais que la plupart des autres pilotes et que ses équipiers. Parce que Fisichella, même Trulli, il arrivait souvent à mieux démarrer que Trulli et à mieux démarrer que Fisichella, ça, il n'y a pas de problème. Puis même chez Ferrari, il a toujours pris des bons départs. Fernando Alonso, mais ça se voit de nouveau encore plus chez Alpine. Alors peut-être aussi que Alpine a un système de départ très bien mis au point. Mais voilà, Ocon, sinon 12 sur 20, bon week-end de course. Ça s'est très très bien passé. On reviendra sur Fernando Alonso un peu plus tard dans cette vidéo et on poursuit avec les coureurs au top. Du côté des coureurs au top, je commence avec Max Verstappen, 18 sur 20 pour Max. Ça s'est bien passé, bon week-end de course pour Verstappen, jamais inquiété de tout le week-end, même quand son équipe a une stratégie un peu trop attentiste avec les pneus hard, c'était pas forcément l'idée du siècle, la solution pour la Red Bull, mais ça a été un bon Grand Prix pour le pilote le pilote néerlandais. Jamais mis en difficulté Max Verstappen, et puis il gagne assez facilement face à Lewis Hamilton, surtout que chez Mercedes on s'est un petit peu emmêlé les pinceaux à un moment, mais on reviendra là-dessus. Et du côté de Verstappen, oui, il y a eu les arrêts ont été bien réalisés, la pole position, même avec un problème technique de DRS, il y arrive quand même à faire la pole position alors qu'il a perdu facilement 3 dixièmes et demi, 4 dixièmes, donc c'est dire la marge qu'il avait sur Lewis Hamilton. Surtout que pour moi, je l'ai vu faire des plus beaux tours de qualification, notamment à Spa, il y a quelques années, ou sur d'autres pistes, que sur ces qualifs là de cette course. Donc c'était voilà, pour moi Verstappen il a eu un week-end très tranquille. C'est pour ça que je mets 18 sur 20, pas 19, pas 20 sur 20, parce que en même temps la concurrence était quand même assez faible, je dirais, sur ce week-end de course, donc j'ai pas non plus d'autres éléments à rajouter. Je continue avec Lewis Hamilton, j'ai mis 16 sur 20 Lewis, donc la même note que Pierre Gasly. Pas grand chose d'autre à jouer sur ce week-end de course, à part la 2e place et le meilleur tour en course, même si on a failli avoir peur avec Valtteri Bottas. En même temps, la stratégie de Mercedes était un peu foireuse. Mais du côté d'Hamilton, Mercedes pour le moment est en manque un petit peu de rythme. C'est aussi un circuit où Red Bull avait des données, vu que c'est un circuit Red Bull, alors que Mercedes c'est parti un petit peu d'une feuille blanche à part le simulateur. Donc c'est toujours un peu compliqué sur les nouveaux circuits. Des soucis aussi avec le fait qu'il fallait pas mal d'agilité dans le secteur 1 et dans le secteur 2. Or la Mercedes c'est pas forcément la voiture avec le plus d'agilité, notamment dû à son châssis long, et je pense que ça a posé des problèmes, notamment au virage numéro 3 ou dans l'enchaînement 11-12 aussi, où c'était un petit peu, dans le stadium, c'était un peu compliqué sur les gros changements de rythme pour cette voiture. Après, du côté de Mercedes, de toute manière, sur ce week-end de course-là, il n'y avait pas grand-chose d'autre à envisager. On espère qu'en Italie, ça ira mieux, parce que sinon, il va falloir s'inquiéter du côté de chez Mercedes. Mais ouais, bon week-end pour Lewis Hamilton. L'avantage, c'est qu'il perd pas trop de points, même s'il perd la tête du championnat. Merci le Grand Prix de Belgique. Si Verstappen il est champion parce que l'écart de points avec Hamilton
est inférieur au point qu'il a marqué, à l'écart de points qu'on a eu entre les deux sur le Grand Prix de Belgique, je peux vous dire que la F1 aura vraiment tout gagné avec ce Grand Prix de Belgique. Mais voilà, Verstappen 18 sur 20, très très bon week-end. Hamilton 16 sur 20. Il n'y avait pas grand chose d'autre à jouer. Pour Lewis Hamilton, je continue avec Valtteri Bottas, j'ai mis 14 sur 20. Du côté de Bottas, parce qu'il y a quand même un déficit de rythme par rapport à Hamilton. Malgré tout, il sauve le podium pour son équipe et pour le constructeur. J'ai pas compris la stratégie de Mercedes très clairement avec Bottas. Pourquoi on l'a fait arrêter à 5 tours de l'arrivée? Si on n'avait pas la stratégie de faire arrêter Hamilton, surtout qu'ils savaient déjà que Bottas était sur le départ. Ils savaient déjà qu'ils n'avaient pas renouvelé Bottas, hein. Ça s'est pas fait en 2 jours, le contrat de Russell et le départ de Bottas. Donc c'est un peu stupide, ils pensaient pas que Bottas allait continuer à jouer le lieutenant alors qu'il a plus de contrat pour l'année prochaine. Il est plus lié à Mercedes. Donc il va plus faire le petit chien-chien comme avant. Bottas, c'est là quand ils lui ont demandé de ralentir dans le dernier secteur, mais j'étais sûr qu'il allait pas le faire. Parce qu'on savait qu'il était sur le départ, Bottas. Donc je trouve que Mercedes a été un petit peu stupide. Voilà, Toto Wolff aussi. Et puis, il fallait pas faire changer les pneus à Bottas si on n'avait pas l'intention de faire changer les pneus à Hamilton. L'avantage, c'est que bon, pour moi, la stratégie de changer les pneus était peut-être la meilleure pour que Hamilton reprenne le point du meilleur tour en course, parce que peut-être que Verstappen a réussi à le reprendre dans les 2 derniers tours. On sait qu'il est très très bien dans ce domaine-là, donc au moins Hamilton a sécurisé son meilleur tour en course. Mais du côté de Bottas, voilà, il y a encore trop d'inconstance en termes de rythme. Malgré tout, c'était mieux que sur d'autres courses. Et surtout, l'écart avec Hamilton en qualification était aussi assez, enfin les deux étaient assez proches quand même. Il y avait il y avait quand même 3 dixièmes. Donc, je pensais que l'écart était plus petit. Non, il y avait 3 dixièmes quand même entre les deux. Donc non, je retire ce que j'ai dit. Mais 14 sur 20 parce qu'il y a quand même un écart entre les deux. 14 sur 20 également pour Charles Leclerc, 5e de la course. À 6 secondes, 5 secondes même de Gasly. Il a repris un petit peu de temps dans le final. Ferrari pouvait pas vraiment miser mieux. Ce qui est bizarre, c'est qu'on pensait que les Ferrari seraient bien, surtout après leur excellent chrono en EL2. Et puis ils n'ont pas réussi à augmenter le rythme. Le samedi, pourtant c'est pas un circuit vraiment de moteur. Alors peut-être que le moteur Ferrari manque un peu de reprise, hein, face au moteur Honda et Mercedes. Et puis peut-être que les choix de réglage n'étaient pas les bons du côté de Ferrari, mais je pense qu'ils ont aussi un bon simulateur. Mais ils ont été en difficulté à partir de samedi. Ils avaient fait un bon vendredi Ferrari, plus en difficulté samedi. Par contre, Charles Leclerc toujours aussi solide. Même quand il a des grands prix un peu plus difficiles maintenant, il ne s'enflamme plus comme il pouvait le faire auparavant. Et puis il a donné rendez-vous à Monza, même si Monza risque d'être un petit peu difficile avec un moteur Ferrari qui est quand même encore en déficit de performance, notamment face au moteur Alpine, au moteur Honda ou au moteur Mercedes. Je passe aux coureurs moyens. Donc je vous rappelle, les coureurs moyens, c'est les pilotes moyens, ce sont les pilotes qui ont entre 13 et 8 de moyenne et qui ne sont pas français. Je commence tout de suite avec Carlos Sainz, 13 sur 20 du côté de Carlos Sainz. Un point de moins que Leclerc parce qu'il est derrière Leclerc. Il y a aussi l'accident en EL3 qui aurait pu coûter très très cher parce qu'il casse quand même bien sa voiture dans les Tech Pro. Après, du côté de Sainz, on l'a senti quand même en déficit de performance tout le week-end, mais c'était léger par rapport à Leclerc. Il y avait, c'était un demi-dixième, voire un peu moins dans les séances. Donc, l'écart de performance était léger. Mais en course, il a un peu souffert, notamment dans les derniers tours, face à Fernando Alonso. Et ce qui fait qu'il finit 7ème. 7ème voilà, du Grand Prix, il perd une position par rapport à Alonso. Voilà, ça c'est un petit peu dommageable parce que il avait le rythme pourtant pendant une grande partie du Grand Prix, mais ça s'est vraiment dégradé à partir du 50e tour de course pour Carlos Sainz. Donc dommage pour le pilote ibérique, mais bon, il est tombé aussi face à un très bon Fernando Alonso. Enfin, un très bon Fernando Alonso face à un bon Fernando Alonso. J'ai mis 13 sur 20 Fernando. Bon départ.
qui l'a quand même aidé pendant toute la course. Le rythme de course n'était pas excellent, mais il a réussi à bloquer tout le monde derrière lui. Et puis ensuite, une bonne stratégie de la part de Alpine. Donc voilà, du côté de Fernando, c'était pas un Grand Prix facile pour lui parce que c'est vrai que c'est l'une des rares pistes sur lesquelles il avait jamais roulé. C'est-à-dire qu'il faisait partie des pilotes qui n'avaient jamais roulé sur cette piste, comme Pierre Gasly. Je sais pas si c'était pas non, Stroll avait dû rouler en F3, mais il y avait 3-4 pilotes qui avaient jamais roulé sur cette piste, et Fernando Alonso il en faisait partie, ce qui semble assez incroyable parce que dans les années 2000 on utilisait beaucoup Zandvoort encore. C'est après parce qu'il y a eu les règles, les écolos étaient intervenus pour limiter les roulages à Zandvoort et surtout limiter le bruit à Zandvoort. Donc on avait interdit pas mal de catégories de véhicules sur cette piste. Et je sais même pas comment on fait les mecs de Red Bull pour réussir à avoir un Grand Prix de F1 parce que pendant très longtemps les écolos ne voulaient absolument même pas entendre parler de sport mécanique. Mais du côté de... Est-ce que c'était... ils ont parlé à Madame Rousseau et puis elle a cru que c'était une course de... Rousseau qui est candidate, pour ceux qui n'ont pas suivi, à l'élection écolo, à la primaire écologiste. Peut-être qu'ils ont demandé à Madame Rousseau et que Madame Rousseau elle a cru que c'était une course de caisse en savon. Elle n'a pas compris que la F1 c'était avec des moteurs. Jean-Pierre Belmondo, on t'embrasse. Mais du côté d'Alonso, c'était donc pas simple, un circuit qu'il connaît pas. Je pense que c'est pas le pilote qui est le plus adepte des... Enfin, il s'y est mis quand même au simulateur, mais on sait toujours que les vieux pilotes sont toujours un petit peu enclins à aller dans les simulateurs. Et puis, faut quand même pas négliger que ce sont des pilotes qui aiment connaître la piste en réalité, et donc c'était pas forcément facile pour Alonso. Et puis, voilà, il s'est bien servi des bankings aussi. Alors, peut-être aussi que ça va être un avantage de pas connaître la piste, de pas avoir roulé sur cette piste avant, parce que je pense que pour pas mal de pilotes, les bankings, ça n'a pas aidé vu qu'ils connaissaient les virages sans les bankings. Et parfois, vous avez des habitudes et c'est dur de casser les habitudes. Ça a peut-être été avantageux pour Fernando de n'avoir jamais roulé sur cette piste. Je continue avec Sergio Pérez. J'ai mis 12/20 Sergio Pérez. Il y a une belle remontée pour Sergio, fini 8ème. Déjà, premièrement, on n'attend pas de Red Bull qu'on finisse 8ème. Et puis, le problème, c'est que c'est encore un raté en qualification, raté de la part de Red Bull. Mais c'est fou, ces erreurs que font Red Bull parfois en stratégie. Et ça tombe souvent sur Pérez. Du côté de Sergio Pérez, de toute manière, il a l'avantage maintenant de savoir que Albon est chez AlphaTauri, chez Williams, que Pierre Gasly a été confirmé chez AlphaTauri, donc il sait que son volant est tranquille. Sergio Pérez est 12/20 parce qu'il fait quand même une grosse remontée en course, et je mets 12/20 parce que c'est le seul pilote qui m'a un peu excité, je dirais un peu émerveillé pendant ce Grand Prix. Sinon je me suis quand même un petit peu ennuyé ferme du côté de cette course. Donc heureusement qu'il y a eu Pérez un petit peu pour faire des dépassements pendant la course, mais c'est pour ça que je mets un 12/20 parce qu'il fait quand même 8ème en partant dernier sur un circuit où les dépassements sont difficiles. Donc on voit que c'est encore un très très bon pilote le dimanche. Par contre, ce qui est bête, c'est d'être parti aussi loin sur la grille de départ. Et je termine avec je continue avec les 12/20 avec Robert Kubica. 12/20. C'est pas simple pour Robert. On lui dit d'aller dans la voiture le samedi matin en EL3. Lui, il avait connu la piste à l'époque de l'Euro F3. Mais bon, ça date au moins de 2005-2006, quand il était face à des Nicolas Pierre et autres, du côté de Robert Kubica. Et puis, de toute manière, c'est compliqué, quoi. Quand vous êtes un pilote, vous n'avez pas roulé en F1 depuis 1 an et demi, que même si vous avez fait un peu d'essais privés, c'est pas pareil. Lui, en plus, il a fait la LMP2 aux 24 heures du Mans, donc il venait de l'endurance, il avait énormément travaillé l'endurance, donc faut switcher au niveau du cerveau, c'est pas forcément facile. Et puis, il n'avait pas les journées de vendredi dans les pads, donc forcément, ça a été compliqué en termes de rythme. Je veux quand même signaler qu'il n'était pas totalement largué par Giovinazzi sur ce week-end de course, et surtout, il finit juste derrière Giovinazzi
lors du Grand Prix. Alors certes, Giovinazzi qui a eu un Grand Prix compliqué, mais bon, du côté de Robert Kubica, il finit quand même devant Latifi. Bon, Russell qui a abandonné, il finit devant Latifi, Schumacher. Il était également devant Mazepin et je crois devant Tsunoda aussi pendant un moment de la course, donc c'était pas si mal que ça. Pour un pilote qui n'avait pas fait de long relais dans une Formule 1 depuis très très longtemps, c'est pas mal du tout je trouve, et donc pour moi il a fait le travail, et c'est pour ça que je lui mets 12 sur 20, parce que Raikkonen il n'était pas en très grande forme en plus vendredi. On rappelle que Raikkonen a été testé positif à la Covid, et je pense que Robert Kubica sera de nouveau là à Monza, parce que ça m'étonnerait qu'on laisse rentrer Kimi, même s'il est asymptomatique il semblerait, lors de cette prochaine course, vu qu'il faut des tests négatifs, et que les tests négatifs c'est un certain temps après d'avoir fait un test positif. Ça avait été notamment le problème pour certains pilotes de moto, notamment Valentino Rossi, qui avait eu beaucoup de mal à faire un test positif, je sais plus, un test négatif, je sais plus, c'était lors de quelle course pour Valentino Rossi. Je continue avec Norris, 10 sur 20. Voilà, 10 sur 20. Week-end compliqué pour McLaren. Voilà, bon, lui il marque les points de la 10e place, mais c'est pas incroyable. Mais là, McLaren était en grosse difficulté pendant tout le week-end. Ils avaient vraiment pas de rythme. En qualif, il était assez long aussi, un Norris, je crois, ou je me trompe. Norris, oui, il partait 13e. C'est un des rares pilotes qui a remonté lors du Grand Prix. À 3 dixièmes quand même de la 10e place en qualification. Donc voilà, il n'a jamais réussi à avoir un très grand rythme sur cette piste. La voiture n'était pas excellente. Des soucis de réglage, j'ai l'impression, du côté de cette formation. Donc pas grand chose à faire dans ce genre de cas, très clairement. Du côté de Lando Norris, Giovinazzi 10 sur 20. Un peu pareil que Norris, c'est-à-dire le matériel n'était pas efficace. La qualif était pas mal pour Giovinazzi. La course n'était pas bonne. Donc c'est pour ça que je mets un 10 sur 20, parce que la qualif était excellente pour Giovinazzi qui part 7ème en qualification, donc vraiment très très bien. Par contre en course, il perd 7 positions quand même. En course, Antonio Giovinazzi, pas de rythme avec la voiture. En difficulté pendant toute la course, dépassé par les McLaren, par les Aston Martin, alors qu'il était largement devant en qualification. Il faudra comprendre pourquoi. Et du côté de Giovinazzi, la situation est toujours pas claire pour lui. La situation n'est toujours pas optimale pour le pilote italien. Puis j'ai mis également 10 sur 20 à Latifi. Dommage l'erreur en qualification, parce qu'il était en plus sur un très bon rythme. Et ensuite, je mets 10 sur 20 et un point de plus que Russell, tout simplement parce que pendant tout le week-end, il a été très proche de Russell, voire devant Russell. Je trouve qu'il avait notamment un meilleur rythme de course que Russell, Nicolas Latifi. Et quand on sait le niveau de performance de Russell, c'est pas mal. Peut-être même pour Latifi, que le fait d'être en bagarre avec Russell, si Russell l'année prochaine fait vraiment des très belles courses, ça pourrait lui donner la possibilité d'aller dans une équipe un peu meilleure que Williams. Et si en plus il arrive à battre un coéquipier comme Alex Albon, ça peut encore plus le crédibiliser aux yeux de la Formule 1, Latifi. Mais vraiment un week-end intéressant pour le pilote canadien, et c'est pour ça que je mets un 10 sur 20, parce que certes il y a l'erreur en qualification, ça lui coûte beaucoup. Malgré tout, il a fait quand même une belle course derrière. 9 sur 20 pour Russell, il y a l'erreur en qualification, ça coûte beaucoup également, parce qu'ils avaient vraiment la capacité avec Russell d'aller en Q3, voire avec Russell et Latifi. Après, en plus il a niqué le tour de son équipier, donc ça a encore pire quand tu te craches de cette manière. Et puis du côté de Russell, il y avait c'était compliqué quoi, c'était vraiment très compliqué je trouve. Pendant tout le week-end il n'avait pas un rythme largement meilleur que Latifi. Alors c'est ce qu'on attend un petit peu de lui, mais peut-être qu'il a su aussi pendant le week-end qu'il allait rouler chez Mercedes, et que ça a peut-être également un peu perturbé son week-end. Et puis Vettel 8 sur 20, un point de plus que Stroll, même si le week-end n'a pas été facile pour Aston Martin. J'ai mis un point de plus que Stroll. Pourquoi j'ai mis un point de plus que Stroll? Parce que il partait de plus loin qualif. Voilà. Donc le Grand Prix a été un peu meilleur pour Vettel, même si
Et puis qu'il n'avait pas forcément les bons pneus aussi, hein. La stratégie autour de Force India, Aston Martin n'était pas top. Après, bon, on voit que c'est un week-end qui est compliqué pour Vettel sur une piste. Pourtant, lui, il avait déjà roulé sur cette piste en F3 Euro Series, mais ça a été très compliqué pour le pilote allemand pendant tout le week-end. On passe au bonnet d'âne. 5 bonnets d'âne sur ce week-end de course. Qu'est-ce que je raconte ? Je commence avec Lance Stroll, 7 sur 20. Comme je dis avec Vettel, le week-end n'était pas exceptionnel. Je pense qu'aussi Aston Martin a eu des problèmes, un peu comme Mercedes, l'empattement long. C'est une voiture qui souffre encore plus du règlement 2021 que la Mercedes, et sur une piste où sur les bankings vous avez la voiture qui s'écrase. Je pense qu'ils ont eu beaucoup de mal à créer de l'effet de l'effet aéro sous la voiture. Donc ça a été un vrai problème, je pense, pendant tout le week-end. Je pense qu'ils avaient une voiture qui était soit trop souple en suspension, soit trop dure, donc ils n'arrivaient jamais à avoir un bon compromis du côté de chez Aston. Et puis des soucis moteurs également pour Vettel. C'est pour ça que j'ai mis un point de plus pour Vettel, parce qu'il a aussi pas roulé pendant une séance d'essai quasiment à cause des problèmes notamment de jauge, de pression d'huile, de pompe à huile. Voilà, pour les moteurs Mercedes, des petits soucis dus au banking certainement. Je continue avec Ricciardo, 7 sur 20. Qu'est-ce qu'il était loin de Norris, et pourtant Norris c'était pas top. Alors en course, l'écart se voit pas énormément. Il y a 13 secondes entre les deux, ce qui est déjà pas incroyable. Qu'est-ce qu'il était loin de Norris, quoi, je trouve. Enfin, même si en qualif il est devant, sur le rythme de course, ça allait pas vite, quoi. Ricciardo, il était vraiment en grosse délicatesse. Quand est-ce qu'il va réussir à s'adapter à cette voiture ? Parce que là, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, ça va pas pour Ricciardo, et surtout en course, quoi. Ça se voit en course, et puis on sent qu'il a, en plus, qui commence à être inquiétant, c'est qu'il a moins le sourire, et ça me rappelle la fin de saison chez Renault, quand il était sa première année chez Renault, notamment donc en 2019, notamment après Singapour, où on le sentait vraiment en grande difficulté. Le visage s'était énormément refermé du côté de chez Ricciardo avant de le retrouver en 2020. C'est vrai que ça attriste toujours un petit peu, parce que c'est un pilote qui est extrêmement sympathique, mais à un moment F1, la sympathie ça ne suffit pas. Il faut aussi des performances, et il s'avère que là le niveau de performance n'est pas là. Schumacher, j'ai mis 6 sur 20. Il n'a pas été aidé par son équipe, qui a décidé de lui faire une stratégie très très bizarre, je pense, pour éviter d'avoir des problèmes avec Mazepin également. Il va y avoir de toute manière à un moment une catastrophe entre les deux. Ça a coûté quand même un tour à Vettel, cette affaire-là en qualification. C'est pour ça aussi que j'ai mis un point de plus à Vettel. Je me rappelle, parce que j'ai fait le classement des points juste après le Grand Prix, donc mardi matin, et j'enregistre que mercredi soir. Donc, je peux vous dire qu'il y a un petit décalage. Mais du côté de Schumacher, 6 sur 20, parce que pour moi, il n'est pas plus mature que son équipier. Et quand vous n'êtes pas plus mature que Mazepin, c'est qu'il y a un problème quand même pour vous. On s'aperçoit quand même que cette année, les 3 pilotes qui sont montés de la F2, Schumacher, Mazepin, Tsunoda, font quand même des saisons très moyennes. L'année dernière, on croyait que c'était une grande année en F2. C'était peut-être pas le cas, et c'est même peut-être ce qui a coûté la place à un Callum Elliott pour accéder à la F1 cette année. Peut-être que Callum Elliott avait parce que ça m'étonnerait que Callum Elliott n'avait pas des contacts ni avec Alpha, ni avec l'équipe Williams, et pourtant il n'a pas été pris, parce que je pense qu'on s'est aperçu que la saison de F2 cette année n'était pas top, et qu'on ait repris Albon du côté de Williams, c'est peut-être parce qu'on se dit qu'en ce moment la F2 ne forme pas bien les jeunes pilotes. Mais Schumacher, oui, il n'est pas largement devant Mazepin. Il est quand même complètement largué par rapport aux autres pilotes. C'était pas le cas l'année dernière. Je sais bien que ça peut travailler, mais c'était quand même pas autant le cas pour Grosjean et Magnussen. Donc il y a aussi un problème de pilote. Et puis il coûte un tour quand même à Vettel. Enfin, faut quand même pas le négliger aussi. Mazepin, j'ai mis 4 sur 20. Là encore, ça va aller à la catastrophe avec le 2. Je mets 4 sur 20 parce que pilote qui reste immature, pas beaucoup de rythme de course. Après, j'ai peut-être été sévère avec Mazepin de lui avoir mis 2 points de moins que Schumacher. Mais
Ouais, c'était un week-end difficile, quoi. Puis il a abandonné en premier, c'est peut-être pour ça. Mais enfin, c'est compliqué de noter Mazepin aussi parce qu'il y a ce comportement qui m'exaspère au plus haut point. Et puis voilà, c'est un pilote qui est quand même, je trouve, problématique pour la Formule 1. Et puis je termine avec Tsunoda. J'ai mis 2 sur 20, pas de rythme. Lui, il se fait poutrer par Pierre Gasly, mais c'est indécent même à ce niveau-là. On dirait que tous les week-ends, c'est Brésil-Allemagne, Coupe du Monde 2014. Enfin, c'est juste phénoménal l'écart de performance entre les deux, quoi. Il y a un écart de performance qui est énorme. Alors, il a encore son contrat jusqu'à l'année prochaine. Par contre, pour 2023, c'est beaucoup moins assuré pour Tsunoda. Puis, oui, il n'y a pas de rythme, quoi. Il n'y a pas de rythme. Je mets moins bien que Mazepin et Schumacher. C'est que Mazepin et Schumacher, ils ont une circonstance atténuante. Ils ont une Haas. Lui, il a une AlphaTauri. Quand vous voyez que son coéquipier fait 4e et que lui, il n'est pas mieux que capable de faire mieux que 16e, je crois 16 ou 17 à un moment en course, bon, il a abandonné en fin de Grand Prix, et qu'en qualif, il était 14e. En qualif, il est donc 2 secondes 4, on va dire, du temps de Verstappen, même si c'était pas la même séance. C'est-à-dire quasiment à 2 secondes de Gasly, en termes de chrono. 2 secondes de Gasly. Il se fait mais poutrer vraiment par Pierre Gasly en ce moment. Et puis elle est nulle part quand vous regardez il partait 14e sur la grille mais il n'était pas 14e en qualification, mais quand vous voyez son rythme, c'est vraiment catastrophique, quoi, aujourd'hui pour ce pilote là. Donc il va falloir vraiment améliorer grandement la situation pour lui, parce que sinon ça va être une véritable catastrophe. On passe, avant de finir cette vidéo, par le championnat pilote et constructeur. Je commence par le championnat pilote, vous le voyez tout de suite. Eh bien, 3 points d'avance pour Verstappen face à Hamilton avec l'apparition des points ennemis, parce qu'on n'avait pas fait le bilan du Grand Prix de Belgique. Bon, maintenant, ils ont 100 points d'avance sur Bottas, qui est 3e, qui a 9 points d'avance sur Lando Norris. Lando Norris qui voit Sergio Perez revenir un petit peu sur lui, 6 points d'écart. On retrouve ensuite un gros peloton avec Charles Leclerc, Carlos Sainz, Pierre Gasly et lui 8e. Il a 10 points d'avance sur Ricciardo qui est 9e, 20 points d'avance sur Fernando Alonso. Ocon et 2 points derrière Fernando Alonso. On retrouve ensuite Vettel. Du côté des débutants, le meilleur c'est toujours Tsunoda avec 18 points, 13e du classement. Pilote Mazepin et Schumacher n'ont toujours pas marqué de points. Du côté du classement constructeur, eh bien Mercedes est en tête avec 12 points d'avance sur Honda. On enchaîne ensuite avec Ferrari, puis McLaren-Mercedes. Ferrari qui a 11 points et demi d'avance sur McLaren-Mercedes. Alpine 5e avec 6 points d'avance sur AlphaTauri, donc c'est toujours aussi serré entre ces deux équipes. Puis Aston Martin 7e, et enfin Williams 8e, Alpha 9e et As 10e. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi, à vous abonner à la chaîne également. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment sur d'autres domaines, le cyclisme et je ne sais quelle autre discipline, ou les médias, parce que les médias vont revenir très rapidement sur la chaîne. Allez, ciao ciao sur la Meilleure Production.